Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. D'ailleurs, petite modification en ce sens. En fait, plus un avertissement pour vous. Si vous laissez vos commentaires, essayez de vous assurer de laisser vos commentaires sur la vidéo le plus récent possible. J'ai vu qu'il y a certains d'entre vous qui ont commenté des anciens vidéos. Pour l'instant, je regarde, je fais le tour quand même des anciennes vidéos, je fais un petit retour, mais à l'avenir, c'est sûr qu'habituellement, quand ça fait une semaine, 2 semaines que j'ai mis une vidéo en ligne, j'ai pas tendance à retourner voir vos commentaires. Je vous le dis plus pour vous, pour être sûr que je puisse vous lire, puis surtout que je puisse vous répondre comme il faut. Fait que... petite affaire comme ça. Fait que même si vous êtes hors sujet, gênez-vous pas de poster sur une autre vidéo. Il n'y a aucun problème. Je vais comprendre ça. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une coupe d'affaires, mais je vais commencer. Il y avait quelque chose qu'il fallait que je vous parle parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Et pas juste cette saison-ci. La saison passée aussi, par rapport à d'autres téléréalités. Et il y a eu 2 commentaires sur YouTube, mais j'ai reçu quelques commentaires aussi en privé sur Facebook par rapport à ça. Je vais vous lire comme 2 commentaires qui étaient sur YouTube. Il y en a un de Nathalie Auclair qui me disait « Adam, dit Adamo, n'était pas en amour avec personne, il aimait son ex. La prod a décidé que c'était lui le gagnant, mais c'est évident que le couple Jessie-PH méritait de gagner. » Il y a Pepsi Sock qui a dit « La production a tellement un parti pris, ils veulent que la conne de Catherine gagne. » Bon. Et j'ai reçu des commentaires, par rapport à Adamo. L'année passée, j'avais reçu des commentaires par rapport à Joanie, que la production voulait que Joanie gagne. J'ai reçu des commentaires cette saison aussi que la production voulait absolument voir Renaud gagner. Il faut que je vous éclaircisse les choses, ok? Je veux vous expliquer ça parce que je vois ça un peu partout sur le net, je vois ça sur mon mur Facebook. Là, les gens m'écrivent, mais je veux dire, je le vois out large, dans le sens que je le vois un petit peu partout, ça. La prod veut que telle ou telle personne gagne, la prod... Il faut que je vous explique le principe pour pas que vous soyez dans l'erreur là-dedans, ok? Pour pas que vous ayez la mauvaise vision de la situation dans ça. La production d'une télé-réalité, c'est une production qui coûte des centaines, voire des millions de dollars à faire. La mise en place, les voyages, les joueurs, la bouffe, le style, la production en tant que telle, ça coûte extrêmement cher. Et quand la saison est finie, c'est rappé, les codes d'écoute ont été bonnes, n'ont pas été bonnes, mais tu sais, les joueurs ont plus d'importance. Je voyais comme l'année passée, les gens me disaient « Tu vas voir, l'année prochaine, vu qu'ils voulaient voir Adamo puis Joanie gagner, on va revoir Joanie puis Adamo partout, hot large encore, de dire ils vont être front sur VTL. Puis cette année, on les voit pas. Là. Je veux dire, ils sont pas là. Le concept est que la production, ok, ils s'en contre-calissent des joueurs. Ils s'en foutent de savoir qui gagne, qui perd. Okay? Je veux vraiment que vous ayez vraiment ça en tête. Okay? Vous ayez vraiment la vision optimale par rapport à ça. La production, là, elle s'en crisse. Elle, là, ça serait le gars en plein au fin fond de l'Alaska qui gagne, ou le gars de Montréal-Nord, ou le gars du Saguenay, ou la fille de Gaspé. Ils s'en foutent. Pas important. Ça n'a aucune espèce d'importance pour eux autres. Ce qui est important pour eux autres, c'est le cash, c'est l'argent. Est-ce qu'ils font de l'argent avec le show ou est-ce qu'ils n'en font pas de l'argent? Et là, à ce moment-là, c'est là que ça rentre en ligne de compte de dire comment que eux maximisent leurs argent. La façon de faire de l'argent pour une télé-réalité, c'est d'avoir des codes d'écoute. Okay? Donc, toutes les décisions qu'ils prennent, absolument toutes les décisions qu'ils prennent, ont rapport directement avec on fait-tu plus de codes d'écoute ou on en fait moins? C'est tout. C'est la seule et unique chose qui les intéresse. Et ça, c'est dans toutes les shows de TV. C'est la façon pour eux autres de faire de l'argent. Mais peu importe le joueur, ça n'a aucune importance pour eux autres. Fait que je veux juste vous amener dans l'optique que, comme par exemple, une télé-réalité, ça commence que la production se donne une marge de manœuvre. Mettons, on va prendre comme Love Story. Love Story,
ils font le casting, ils disent, OK, il y a des joueurs, ils ont l'air intéressants, ça a l'air intéressant là, OK, tel joueur a l'air de se démarquer un peu plus dans le casting, OK. Ils spotent des joueurs un peu d'avance, mais pas plus que ça. Le show commence, et là, la production se dit, on se donne 24-48 heures pour voir où est-ce que l'action s'en va. Qu'est-ce qui se passe? De quoi les gens vont jaser sur Internet? Sur les forums de discussion, sur les plateformes Facebook, sur YouTube, peu importe. Puis, il y a du monde engagé pour vérifier les différentes plateformes. Facebook, YouTube, les forums de discussion. La preuve, vous aviez des gens qui étaient engagés pour commenter sur des forums bien connus, je ne les nommerai pas. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retiré de certains forums, parce que je savais qu'il y avait des gens qui faisaient la merde ou qui avaient certains propos sur les forums qui étaient vraiment des employés des compagnies de production pour activer certaines choses, pour motiver le monde ou pour créer des réactions, pour vendre le trend de la marque puis du show. Fait qu'ils ont toute une panoplie d'outils comme ça pour mousser un show. Sauf que dans les 24-48 premières heures d'une télé-réalité, la production, elle s'en fout de qui va shiner, de qui va être éclatant et de qui va être bon. Eux autres, ils regardent et disent, attends un peu, c'est avec quoi qu'on fait notre show? C'est qui se démarque déjà? Et ça, c'était quelque chose que moi, j'avais déjà compris à Love Story 4. Dès que je suis arrivé, tout de suite, j'ai voulu faire la merde parce que je connaissais cette règle-là. Je savais qu'il fallait que dès le début, tu fessais fort. Love Story 6, ça a été pareil. J'ai rentré tout de suite, j'ai voulu m'imposer, j'ai voulu créer la merde avec Mathieu Baron, j'ai voulu... Parce que je le savais que c'était la règle. C'est pas une règle qui est infaillible. Des fois, la game change au fil du temps. Mais c'est la règle qui est utilisée par les membres de production pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe dans le show à l'heure actuelle? Et là, ben, dans le premier 24-48 heures, ils regardent de dire, bon, c'est qui se démarque, c'est qui fait de la merde, c'est qui que le public aime un peu plus. De qui on jase sur Internet? Exemple, le Story 4, les filles jasaient beaucoup de Thomas. Oh mon Dieu, Thomas, il est beau, il est... OK, bon ben, le monde jase de Thomas, on va créer une histoire par rapport à Thomas. Pourquoi? Parce que tu veux garder le mood, tu veux garder le monde accroché à leurs écrans, tu veux continuer à suivre l'histoire que les gens veulent voir. Je veux dire, c'est un peu comme, je sais pas moi, vous avez un show comme Game of Thrones, puis dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est les morts épiques, les batailles, toute la stratégie derrière. Puis dans le fond, il y a un épisode qui vous montre, puis c'est comme la seule chose qui vous montre, c'est le paysage. On vous montre de la forêt, c'est beau, on vous montre des montagnes. Mais le téléspectateur, il s'en calisse. Ben, c'est le même principe. Si tu faisais ça dans Game of Thrones, c'est bien beau, mais tu vas perdre de la cote d'écoute. Le monde sur Internet va dire, ouais, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Puis la production est consciente de ça. Fait que la production te montre ce que la majorité des gens veulent voir. Et des fois, ça change au fil de la saison. Des fois, il y a des événements qui créent une modification de ça. Mais généralement, les choses que la production veut montrer, c'est les revirements de situation, ou la merde qui pogne, les gens qui sont aimés du public et les gens qui sont détestés du public. Ça, c'est les trois règles de la production de télé-réalité, les trois choses qui marchent le plus. C'est les trois choses qui font en sorte que les gens restent accrochés à leurs écrans de télévision, qui veulent voir c'est quoi qui va se passer après. Mais ultimement, la production, que ce soit Renaud, Catherine, Jonathan, que ce soit Joanie l'année passée, Adamo, ils s'en foutent, c'est quoi? C'est un nom. Pour eux autres, ça n'a aucune importance de savoir lequel va se démarquer dans le tas. Eux autres, ils veulent faire le show. Fait qu'il n'y a pas de parti pris. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. La production s'en contrefout de qui gagne à la fin, de qui va réussir. Eux autres, ils vont avec ce qui se passe dans le show. Comme exemple, là, on a vu un changement, puis vous l'avez peut-être senti dans l'émission. Je vais en parler un peu plus tard, mais c'est juste pour avoir mon point, c'est que tu pars sur une ligne. Okay? Au début, la production, il faut que vous vous mettiez dans la tête aussi que la production, là, présentement, elle a 4 semaines d'avance sur ce que nous, on voit. Donc, eux réagissent de façon, on pourrait dire, en retard par rapport à ce qu'on voit et aux réactions qu'on a. Eux autres, ils ont 4 semaines. C'est pour ça qu'on ne voit pas un changement drastique. Fait que je vais vous prendre 2 exemples, en fait.
Là, on voit que, là, peut-être 2 semaines, 3 semaines, je vous dirais, les gens ont commencé à parler de Jonathan beaucoup plus sur les forums, sur les fils de discussion. Le monde, pourquoi que les gars s'acharnent sur Jonathan? Pourquoi que Jonathan? Puis le monde a commencé à parler de Jonathan. Dans l'émission, on ne voyait quasiment pas Jonathan. Et là, tout d'un coup, boum! Là, on commence à voir Jonathan. On voit son histoire avec Catherine, on voit sa confrontation avec les gars, il se tient un peu plus debout. On voit les interactions, on voit ce qui se passe beaucoup plus, les discussions que les gars ont dans son dos. On voit plein de choses par rapport à Jonathan. Pourquoi? C'est pas parce que la production, tout d'un coup, a pogné le B de faire comme ouais, ben ça serait le fun que Jonathan il gagne. Pas en tout! C'est parce que le monde a commencé à en jaser, puis le monde a commencé à vouloir savoir pourquoi. Là, ça l'a créé comme une sorte d'intrigue. Là, la production s'est rendue compte de dire attends un peu, là, le monde sont intéressés par l'histoire à Jonathan. Oh, parfait! Ok, on va lui donner de l'histoire de Jonathan. C'est aussi simple que ça. L'histoire de certains joueurs s'est effacée complètement. Je vais prendre le deuxième exemple. Philippe. La production a embarqué Philippe dans le contexte que, regarde, le public a voté pour lui. Le public a voulu le voir rentrer. Première semaine, on a vu beaucoup plus Philippe Pézio. Et ils nous les ont vendus. Pézio a accroché un peu avec le public, fait qu'ils ont continué à montrer. Philippe ne créait absolument aucune réaction. Et pourtant, c'était un favori du public, dans le sens que le public avait quand même demandé de le rentrer. Mais la production regardait ça. Après une semaine d'avoir essayé de nous le vendre d'une certaine façon, de créer des tweets, ils se sont rendus compte de dire ouais, Philippe, il est plate. Il est plate, tout le monde ne veut pas voir à la TV. Bon, ben, fuck Philippe. Puis ils l'ont abandonné. Ils ont arrêté de le montrer, tout simplement. Il a tombé dans une zone de on s'en calisse. Puis c'est comme ça que la production réagit. La production réagit selon, dans le fond, la réaction du public à la maison. Le public veut voir Joanie, ils vont lui donner Joanie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde va regarder le show à cause de tout ça. Ils veulent voir Adamo, on va lui donner Adamo. À la fin, le public vote, la production, qui vote Adamo, qui vote Joanie, qui vote Pascal Hugo, ça n'a aucune importance. Et là, à ce moment-là, le monde va dire, ouais, mais l'année passée, regarde comment ils ont montré Pascal Hugo à la fin de la saison pour, dans le fond, le faire perdre. Pas tout à fait. Et je pourrais vous conter certaines anecdotes par rapport à ça. C'est que le but de la production rendue en finale n'est pas de faire perdre quelqu'un. La production, son but à la fin, c'est d'essayer de faire en sorte que le show soit tellement égal que le monde ait la motivation de voter, donc de payer parfois pour voir les personnes gagner. Donc, ils veulent motiver le vote parce que ça lui fait plus d'argent et ça lui fait plus de codes d'écoute. C'est toujours le même principe. Fait que quand ils voient que quelqu'un a trop d'avantages sur les autres, je veux dire, il n'y a rien de pire que, je sais pas moi, t'écoutes une finale de la Coupe Stanley, au bout d'une période, il y a une des deux équipes qui a compté 8 buts. Peut-être que tu vas te taper le reste du match, mais quelque part, tu vas comme ça, écoute, c'est 8-0. Tu vas peut-être changer de poste. Si ton équipe favorite n'est pas dans les deux, tu vas changer de poste. Si ton équipe favorite, c'est celle qui tire de l'arrière 0-8, tu vas être en crise. Tu vas changer de poste. Et si ton équipe favorite mène 8-0, tu vas peut-être être bien dans le beat, mais peut-être que tu ne checkeras même pas la game. Tu vas festoyer avec tes chums autour. Puis, hey, on a gagné la Coupe Stanley. Ce que je veux dire, c'est que quand le gap c'est trop gros entre les favoris et les autres, ben ça crée un certain je m'en foutiste. Ça enlève des codes d'écoute, ça enlève de l'argent par rapport au vote, et donc la production est perdante. Encore là, la production, elle, a fait OK, Pascal Hugo, Jesse sont un peu trop hauts. On va mettre un petit quelque chose juste pour essayer de rendre les trucs un peu rendre ça un peu plus égal. À la fin, finalement, Adamo dépasse Pascal Hugo. C'est comme, bon, ben, la production s'en fout que ce soit Adamo qui gagne. Elle s'en fout. C'est pas important. Ça n'a aucune importance pour eux autres. Eux autres, à la fin, ils s'assisent, ils font comme, on a-tu fait plus d'argent grâce à ça, oui ou non? Oui, bon, ben, parfait, ça a fait la job. C'est tout. Fait que, il n'y a pas, dans le cas présent, le fait, comme exemple de Catherine, la production s'en fout que Catherine se fasse éliminer la première semaine ou la dernière semaine. Ça n'a aucune importance. Jonathan, c'est la même chose. Renaud, c'est la même chose. Moi, c'est des pions.
C'est des numéros. Ils les utilisent pour faire en sorte qu'à la fin, peut-être, il y ait de quoi. Puis je vais vous raconter l'anecdote que... une anecdote que je me suis fait conter. Je nommerai pas de nom. Mais quelqu'un d'important dans une maison de production m'a raconté. Par rapport à Love Story 6. OK? Love Story 6, l'anecdote que je vous conte, là, c'est entre vous et moi. Mais à Love Story 6, il semblerait, du moins c'est ce que je me suis fait dire, que j'étais tellement avantagé en nombre de votes que la production en parlait souvent de dire, écoute, Seb, malheureusement, les gens, les autres joueurs n'accotent pas le nombre de votes quand Seb est au ballottage. C'est comme ça, il n'y arrive pas. Le seul joueur qui pouvait potentiellement s'en approcher, c'était Arcadio. Je donne tout le crédit. Arcadio était proche de mes votes à moi. Fait que ça a l'air qu'Arcadio et moi, on était les leaders côté vote. Parfait, il n'y a pas de problème, c'est légitime. Le public était beaucoup plus en arrière de moi et Arcadio. Parfait. Et quand l'histoire qu'Arcadio a embrassé Dominique est survenue, que dans le fond, Arcadio est allé dans le lit avec Dominique, et que ça a créé une certaine polémique sur Internet, la production a vraiment eu un meeting pour dire, OK, est-ce qu'on le montre à la TV? Et le but, c'était pas parce qu'ils voulaient voir Arcadio gagner, là. Le but était pas là, pas en tout, là. Ils s'en foutaient qu'Arcadio gagne, ou que moi gagne, ou peu importe. Eux autres, ils ont dit, si on le monte à TV, les votes d'Arcadio vont écraser. Les gens voteront plus pour lui, ou beaucoup moins. Fait que Sébastien va être inatteignable côté vote. Il va être trop loin en avant. Vraiment trop loin en avant. Puis on dit que ça va rendre la finale prévisible à fond. Fait qu'ils ont jonglé avec l'idée de dire, ouais, on le fait-tu, on le fait pas, on le monte-tu, on le monte pas. Finalement, ils ont décidé de le montrer, mais c'était une décision qui n'était pas unanime. C'était une décision qui était divisée par rapport aux membres de la production, de ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait en sorte que Arcadio s'est fait clencher, puis il a été éliminé contre moi, ironiquement là-dessus. Mais dans le fond, qui est parti. Mais eux autres, là, à ce moment-là, la réalité était que là, eux, ils voyaient le fait que j'étais trop en avant. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de faire en sorte de rendre la finale excitante au cours des semaines qui ont été de ces semaines-là? Ben, ils ont arrêté de me montrer. Puis là, ils ont commencé à mettre l'accent beaucoup plus sur Hugues, sur David. Ils ont essayé de hyper beaucoup plus David puis Hugues, de montrer les activités de David Hugues, parce qu'ils disaient, écoute, faut qu'on rende ça excitant pour la finale. Faut qu'on arrête de montrer Sébastien. Faut qu'on arrête de faire en sorte qu'il soit plus prédominant, qu'on montre sa stratégie, tous ses cossins. On va le mettre de côté. Ça a été une décision, encore là, c'était pas pour me voir échouer. Eux autres, c'était de rendre la finale excitante, parce qu'en rendant la finale excitante, les gens votaient, puis les gens écoutaient la finale. Point. Fait que c'est pour ça que puis, tu sais, je les en veux pas. Je comprends le côté marketing business en arrière. Est-ce que c'est fair envers les joueurs? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, c'est une autre question. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Puis c'est pour ça que je dis, quand tu rentres dans un jeu comme ça, il faut que tu sois conscient quand même de l'environnement en tant que joueur. Il faut que tu saches un peu qu'il faut que tu te démarques beaucoup, ou que tu sois loqueux. Des fois, ça peut être la loque. On prend Jonathan. Quelque part, Jonathan, présentement, il est loqueux. Il est vraiment loqueux. Il réussit à twister de quoi. Puis je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais ça reste quand même qu'il a réussi, malgré le fait qu'il se faisait quasiment pas voir, Dans le fond, c'est niaiseux, mais les autres joueurs ont permis à Jonathan de survivre. En lui donnant de l'importance. Alors que, dans le fond, il n'y en avait pas en tout dans le show. Il n'y avait aucune importance dans les premières semaines. On ne le voyait même pas. Mais la gang à Renault, il a donné assez d'importance pour que là, Jonathan puisse devenir un peu plus intéressant et que là, le public embarque derrière Jonathan. Et ça crée le fait que la production, elle s'en fout. Rendu là, c'est comme, ils veulent voir Jonathan, on lui donne Jonathan. Point. Fait que c'est juste que je veux que vous ayez ça en tête avant de dire que la production veut voir quelqu'un gagner. C'est pas le cas. Eux, ils veulent faire de l'argent.
à la fin, qui gagne, qui perd, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Fait que c'est juste ça que je voulais mettre au point par rapport aux commentaires de Nathalie, Pepsi et de tous les autres commentaires que j'ai reçus sur Facebook, ceux qui parlaient de Renault et bon. Ça n'a pas d'importance. Comme on dit, on regarde un peu comme là, le Renault Show qui parle, puis le monde pense que c'est parce que la production favorise Renault, puis ils mettent beaucoup d'attention sur Renault. Non, c'est parce que Renault leur donne des codes d'écoute. Quand Renault ne donnera plus de codes d'écoute, ils vont le laisser partir comme n'importe quel autre, comme si c'était une vieille chaussette qu'on trouait, qu'on se fout éperdument, puis qu'on met au vidange. C'est pas important. Encore là, je vais y aller avec un autre commentaire. Laurie Pepsi qui nous avait écrit, attendez un peu, je vais retrouver le commentaire. Le Renault Show, comme ils disent, mais je suis plus capable de ces paroles misogynes. Et on peut-tu me dire pourquoi la production a choisi les 3 filles qui tripaient sur Renault? Ça aurait été trippant. 3 filles qui trippent sur Jonathan. Il a dit, me tamponne un Joe, mon œil. Bon. Encore là, ça suit le même principe. La production considère que Renault va se mettre les pieds d'un plat avec les 3 filles. Et donc, il va se tirer dans le pied, il va avoir l'air d'un épais, et ça va lui donner des codes d'écoute. Et la production considère que Jonathan ne fera pas le show par rapport à ça. La décision est encore juste par rapport à ça. Il considère, ouais, Jonathan, il va peut-être se trouver une fille, il va peut-être triper sur une fille. C'est quoi? Ça va être ça. Il considère que Jonathan ne fera pas le show par rapport à la fille qui va arriver. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça que la production envoie comme message. Il considère que Jonathan, il est plate. Le public commence à l'aimer. Ou en tout cas, commence à parler de lui beaucoup plus. Bon, ok, il donne plus de visibilité pour voir à quel point ça peut s'enligner puis jusqu'où ça peut aller. Ils vont peut-être le favoriser en lui donnant un voyage, en lui donnant une activité, en lui donnant... Tu sais, de dire, ok, on va lui donner la chance. Mais à leurs yeux, eux autres, il est plate. Tandis que Renault, il voit que le gars, là, c'est un épais. Il voit que le gars, il a l'air d'un trou de cul face au Québec, puis tout le monde parle de Renault. Ils vous donnent Renault parce qu'ils savent que ça lui donne des codes d'écoute. Les 3 filles, pourquoi qu'ils envoient 3 filles avec Renault? Parce qu'ils savent que le gars n'est pas capable de s'empêcher de cruiser puis d'essayer de se pogner toutes les filles qu'il y a autour. Il est juste pas capable. Ils savent qu'il va avoir l'air d'un colon à la TV. C'est prévisible. Il n'aurait pas plus envoyé Olivier. Il n'aurait pas plus envoyé même Yann. Parce qu'ils se disent, écoute, ces gars-là vont avoir un niveau de respect qui va être plus élevé. Ils risquent de pas se mettre les pieds dans les plats. Ils risquent de pas être caves quand ils vont faire le move si on l'envoie avec d'autres filles. Renault, ben voilà. C'est le clown. C'est le gars qui se plante. C'est le gars qui a l'air d'un épais. C'est clair qu'ils vont l'envoyer, c'est clair qu'ils ont décidé de l'utiliser parce que c'est sûr qu'il va lui donner du matériel pour faire le show autour de lui. Que ce soit pour lui ou à ses dépens, c'est clair qu'ils savent que lui, il y a bien plus de... Ils jouent les probabilités. Ça ne veut pas dire que Jonathan, le potentiel n'aurait pas pu être là puis que peut-être ça aurait fait le show. Mais dans leur tête, eux autres, c'est une décision qu'ils prennent de dire Jonathan, c'est un gars calme, posé, intelligent. Oui, tu sais, il change de fille à tous les semaines, mais c'est parce que les filles se font éliminer. Mais il est pas épais dans la façon qu'il est. Les filles le respectent, les filles, tu sais, je veux dire, il a pas l'air d'un gros épais. Fait on pourrait peut-être l'envoyer en voyage avec 3 filles, mais tu sais, probablement qu'ils vont en spotter une, puis il va déjà délaisser les 2 autres. Ça serait probablement ce genre de gars-là, être super respectueux, genre... être le genre de gars, t'es plus sweet, avec des belles conversations. Pis, ouais, c'est bien beau, là. Mais c'est plate pour la TV. Ou ben donc, on envoie le colon de service. On envoie le misogyne. On envoie l'irrespectueux. Le gars qui s'en fout puis qui se pense le nombril du monde. Puis là, on a bien plus de chances de créer un show de TV. On a bien plus de chances de voir l'épaisse plantée. C'est ça. C'est tout. Fait que c'est pour ça que c'est des décisions basées sur le cash. Les décisions sont toujours basées sur le cash, sur l'argent. L'aspect humain derrière la production, on s'en fout. C'est pas important l'aspect humain. Que ce soit un ou l'autre, que ce soit... C'est pas grave.
Puis c'est pour ça que la production n'avantage pas un joueur. Ils voient où ce que le cash est, puis c'est la direction qu'ils prennent. Point. Fait que c'est une entreprise privée. C'est tout. C'est une entreprise privée. Ils donnent d'une certaine façon. Puis c'est pour ça qu'il y a des joueurs qu'on voit quasiment jamais, parce qu'à leurs yeux, c'est du monde qui sont pas intéressants. Ils deviendraient peut-être. Tu sais, c'est comme. Peut-être que les feux de l'amour, c'est super intéressant l'après-midi. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 17 000 épisodes. Peut-être que si je partais la série de l'épisode 1, puis que j'écoutais vraiment la profondeur de chaque personnage, peut-être que j'embarquerais, puis je serais accro à la série. Mais ça me tente-tu, moi, en tant que téléspectateur, de me taper ça? Non. Ça tente-tu à la production, comme eux, de se taper ça, d'essayer de te vendre un produit qui est plate? Ils veulent pas passer par là. Ils vont direct, straight to the point. On a 30 minutes à combler. Ils mettent l'accent sur les affaires qui bougent, sur les gros événements, sur la marque qui pogne, sur les affaires sweet. Ils se concentrent sur les affaires qui sont plus intenses, qui sont plus aux extrêmes. Puis le reste, ben, cette valeur, ça passe dans la corbeille, puis on s'en fout. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si Yann a resté 20 minutes collé à Juliane, puis qu'ils se sont dit « Ah, t'es beau, t'es belle. Ah oui, t'es beau, t'es belle. Ah oui, t'es beau, t'es belle. » Les autres, c'est comme « On s'en fout, là. On va garder une take qu'ils se l'ont dit une fois ou deux, parce que c'est cute, puis that's it. » Même Olivier et Pézy, ils sont... Je veux dire, c'est le couple, présentement, Olivier et Pézy. Puis oui, on le voit, la chanson d'Olivier, parce que ça sortait un peu du mois. Olivier et Pézy, c'est comme le côté plus romantique du show. Fait qu'il nous en donne à petite dose. Mais tu sais, on les voit plus souvent, là. T'sais, si on compare à la première semaine ou deuxième semaine où on voyait Pézy à tous les épisodes, genre à côté, on la voit plus, là. Presque plus. Elle fait de la figuration en background. Pourquoi? Parce que la production considère que c'est plate. OK. Fait que ça, c'était mon gros morceau de l'épisode. Je vais switcher par rapport, dans le fond, j'ai 2-3 sujets autres. Je vais switcher sur les autres sujets. J'ai une autre question du public, dans le fond, aussi, que je vais garder pour la fin. Là. Ben, une question où c'était un commentaire, mais bref, je vais le garder un peu plus pour la fin. Excusez-moi, la voix de la misère, des fois. Donc, petite anecdote comme ça, parce qu'il faut quand même que je fasse un petit clin d'œil à notre chère Maude. Quand j'ai commencé à écouter les épisodes de Occupation Double, il devait être genre 5h30 du matin. Je venais de me réveiller. Surprenamment, d'habitude, j'étais encore debout à cette heure-là. Mais je venais de me réveiller et j'étais tout endormi. J'étais comme, hey man. Là, je me disais, ah man, faut que je me tape ça. Et là, sérieusement, ça me tentait pas. J'étais comme, oh, je suis pas réveillé, je fais-tu d'autres choses, je fais pas d'autres choses, j'écoute-tu à la place Survivor, j'écoute-tu, ou peut-être une bonne émission, ou juste me réveiller comme il faut, faire une petite game de... Mais j'ai parti Occupation Double en me disant, bon, ok, c'est... Et là, je tombe sur Maude avec son bikini détaché, et je peux vous garantir que ça m'a réveillé one shot. C'est plus efficace qu'un café, c'est plus efficace que n'importe quelle boisson énergisante. J'étais comme, wow, man! Je me suis claqué Occupation Double avec grand plaisir. Après ça, j'étais comme... Fait que, bref, Maude, c'est une sorte de drogue qui réveille, hein. Fait que... c'était mon petit clin d'œil. Bonne fête à Maude, d'ailleurs, vu que c'était sa fête, même si ça n'a pas été une superbe de belle fête pour elle. Mais il faut quand même le souligner, pauvre petite Maude. Fait que, donc, justement... vu que je suis dans le sujet de Maude, un petit peu comique au début, mais là on va tomber dans quelque chose de plus sérieux. La situation de Maude, je trouve que la situation de Maude ne fait pas en sorte qu'on aime Maude. Okay? À l'heure actuelle, et c'est un feeling bizarre, je veux l'expliquer comme il faut, mais tout ce qu'elle vit ne fait pas en sorte de la rendre plus sympathique ou plus apprécié du public. Mettons, si on compare à ce qui se passe présentement avec Jonathan. L'histoire qu'on essaye de nous vendre par rapport à Maude, c'est pas pour sauver Maude, ou en tout cas de ma perception. L'histoire qu'on nous vend de Maude, c'est pour nous faire haïr Renaud. Tout est basé par rapport à Renaud. Peu importe ce qui se passe, je veux dire, l'événement, moi, en mon sens, quand j'ai vu la soirée de fête de Maude, my God, que j'ai trouvé Renaud mange-marde comme ça avait pas de style d'allure. Puis tu sais, il arrête pas de dire, ben c'est ça, je vais paraître du trou de cul à la TV. T'es un trou de cul!
T'es un mange-marde! Assume-toi, boy! Essaye de t'avoir une colonne vertébrale puis une pile de couilles, là, pis assume le fait que t'es un trou de cul face aux femmes. Au moins, si tu l'assumes, ben c'était le cas. Mais après ça, il fait quasiment la victime. Oh, je le fais, mais je vais apparaître comme le mange-marde. Oui, mais tu l'es. OK? Casse-toi pas la tête plus loin, là. T'es un hostie de trou de cul. Puis la preuve de ça, une des choses que je voyais, c'est quand Renaud est allé parler à Maude. Puis tu sais, tu le sais que. Et puis, qu'on approuve ou non les émotions de Maude dans la situation est complètement sans importance, OK? Mettons qu'on arrive puis tu vois, c'est la fête de la fille, elle a de la peine, elle souffre parce que dans le fond, elle se fait rejeter. Elle se fait rejeter, là, tu sais, je veux dire, elle se fait dire, genre, ben, prends ton trou, garde, tu m'intéresses plus, OK? Après que, dans le fond, tu y ailles compté que, ah, mon Dieu, t'es mon genre de fille, t'es ci, t'es ça, puis qu'il l'a bullshité pendant des semaines, là, elle se fait rejeter complètement. Puis c'est pas le fait de se faire rejeter, parce que si, mettons, il s'était assis avec elle, puis dire, écoute, Maude, sincèrement, t'étais vraiment mon genre de fille, tu sais, de toutes les filles qui étaient ici, t'étais celle qui m'intéressait le plus. Mais quand Jessica est arrivée, écoute, j'ai été désemparé, j'ai perdu mes repères, puis je sais pas, ça clique super bien avec elle, puis c'est pas contre toi. Écoute, t'es une fille extraordinaire. C'est un rejet, mais c'est respectueux. L'effet, c'est sûr que ça fait mal. Mais le gars assume d'une certaine façon, puis a de l'empathie, a a comme le feeling de faire comme je te comprends. Moi aussi, j'aurais énormément de peine si c'était l'inverse qui serait arrivé. J'aurais compris, mais j'aurais eu de la peine parce que, bon. Mais là, quand Renaud, il dit ça, là, quand il a son speech, là, il regarde pas, genre, avec le regard à terre, de faire comme, écoute, ok, je me sens pas bien, je me sens mal face à toi, puis, de manger un short de menthe. Non, non, il regarde avec une grosse main d'en face, c'est comme, ben, tu comprends, elle m'a fait trop triper, tu comprends? C'est comme, ah, je suis dans un autre monde avec elle, tu sais. Mais... Man! Va chier! Va chier! T'es un hostie de mange-marde! T'as zéro empathie envers l'être humain qui est en face de toi. Essaye d'avoir au minimum un poker face. Fake-les au pire, mais t'as tellement l'air d'une merde, t'as tellement l'air du gars centré sur lui-même qui s'en calisse du mal qu'il fait aux autres. Tu t'en crisses. Tu sais, je veux dire, la même affaire avec quand il y a eu l'annonce des 3 filles. Tu sais, il était tout souriant, pis c'est comme, ah mon Dieu, je vais être dans la merde, je vais être dans la merde. Fuck you! Regarde à terre, sens-toi pas bien. C'est comme, oh man, non, au pire, même si c'est du fake, même si tu le penses pas, au moins essaye. Essaye de faker quelque chose, de regarder à terre, puis de faire comme, ouais, ça me tente pas vraiment, tu sais, je peux pas donner le voyage à quelqu'un d'autre. Au moins, ça aurait bien paru. Au moins, c'est comme, tu sais, si, mettons, il est arrivé, parce que, tu sais, on met une situation similaire, mettons, avec Olivier puis Pézy. Olivier, malgré que c'est pas mon favori pendant tout, là, je veux dire, je m'en fous d'Olivier éperdument, mais Olivier se serait fait dire « Hey, tu pars en vacances avec 3 filles? » Moi, je suis convaincu qu'Olivier aurait perdu le sourire drag pipe. Il aurait fait comme... probablement que sa réaction, c'est comme je peux pas donner le voyage à quelqu'un d'autre parce que moi, ça m'intéresse pas. » Ça aurait probablement été sa réaction, tu sais, genre... Parce qu'au moins, tu sais... Puis peut-être qu'il aurait dit « Non, t'es obligé de partir, ok. » Mais on aurait eu le sentiment qu'il partait de reculons, tu sais, que ça ne tentait pas. Tu sais, à ce moment-là, ben au moins, c'est comme, Pézy aurait peut-être vu sa réaction, puis c'est comme, ok, ben au moins, tu sais, ça ne tente pas parce qu'il veut être avec moi, puis pas avec d'autres, tu sais. Renaud, non, c'est fuck you. Jessica, c'est la femme de ma vie, oh mon Dieu, je peux pas croire comment j'embarque, peut-être, ah, il y a 3 filles qui m'attendent, ah, ça va être difficile, ça va être difficile. Fuck you, t'es une merde. Ok? T'es la lie de l'humanité, là. Puis le gars, le pire dans tout ça, c'est que au-delà de son côté arrogant, centré sur lui-même, il rabaisse Maude. Tu sais, il la traite comme de la merde, la coiffeuse de Chambly. Hey, t'es qui, toi?
T'es un trou de cul, genre, qui... Son aspiration, c'est de devenir, genre, un coach sur Instagram. Man, mais t'es qui? T'as accompli quoi dans la vie? T'as rien fait de ta crise de vie. C'est pas parce que des filles trippent sur toi, parce qu'ils pensent que tu peux potentiellement être un bon gars avec un côté bad boy, que c'est ce que t'es. T'es un fake. Je veux dire, le pire dans ça, c'est qu'il n'y a pas plus fake que Renaud, le gars. Il a tellement une façade incroyable. Parce que s'il n'y avait pas cette façade-là, il pognerait pas! Il pognerait pas! Les filles s'en crisseraient de lui. Puis c'est... Son arrogance, c'est comme... C'est vraiment, là... Puis je dis pas que ça fait pas de la bonne TV. Regardez comment que, dans le fond, je l'haïs, tu sais. Je l'haïs pas. Comme je dis, c'est que... J'haïs tellement ça, voir quelqu'un qui se vend d'une façon, mais dans le fond, il est complètement l'inverse. Puis, tu sais, de mon expérience du loft, Dieu sait que j'en ai rencontré de tout ça. Puis, tu sais, je vais prendre l'exemple de... même Joanie, l'année passée. Joanie, c'était un peu le même principe. Joanie, elle nous parlait... Excusez-moi. Elle nous parlait du fait qu'elle était stable, intelligente, qu'elle était ainsi. Puis c'était une crise de folle. Ben, c'est le même principe. Moi, quand il y a quelqu'un qui se connaît pas puis qui assume pas qui il est, ben, ça me fait chier. c'est le même. Ça me fait chier. T'es un mange-marde, assume-toi. Au moins, si tu t'assumes dans ce côté-là, ben, j'ai du respect pour toi pour dire, ben, au moins, il se connaît. Au moins, il sait. Tu sais, si Renaud avait la conversation, justement, tu sais, il nous parlait, nous autres, au public, puis il disait, écoutez, je veux pas être en couple avec personne. Je les niaise full pin. Je m'en crisse de Maud. Je m'en fous de Jessica. Je vais vivre l'expérience à fond. Je vais essayer de me pogner le plus de filles possible. Puis, je vais gagner à la fin avec une d'elles. Bon, ok, écoute, c'est d'être un mange-marde, mais au moins, le gars, il est honnête envers le public. Il n'y a pas de trouble. Mais non. Puis c'est la même affaire quand il a posté son commentaire par rapport à Alexandra, de dire, écoute, si je me retrouve dans la maison des exclus, je coucherai avec pendant 3 semaines de temps. What? T'sais, le gars a ton speech. Puis là c'est là que l'histoire de Jonathan prend un peu plus de sens, parce que je veux embarquer sur l'histoire de Jonathan après. Mais tu sais, Jonathan regarde ça, puis c'est comme... Man, t'es donc ben mange-marde. T'es donc ben une marde. Tu sais, t'es comme... Puis tu sais, Jonathan regarde ça, puis tu sais, Renaud qui blasse Jonathan à tour de bras sur le fait qu'il change ses choix à tous les semaines. Puis tu regardes Renaud, puis c'est comme, ok, peut-être que tu changes pas tes choix, mais t'es un trou de cul dans les choix que tu fais. C'est comme... C'est-tu mieux? Pantoute, là. C'est 0 pin barre. Jonathan, il essaie de se trouver une bouée de sauvetage. Fine, ok. C'est le but de la game. Mais Renaud, lui, c'est le pire. Le pire, c'est comme... Puis après ça, c'est comme... Je vais être... Tu sais, il fait en souriant, c'est comme... Oh, je vais être vu comme un trou de cul en dehors, puis pourtant, je suis pas ça. Oh, non, t'es ça. T'es ça. T'es vraiment ça. Inquiète-toi pas. Et assume-toi. T'es rendu dehors, assume-toi, puis dis, ouais, j'ai été un mangement, puis... Au minimum, excuse-toi, puis fais-le pas en souriant comme un maudit épais. Fait que, comme je vous disais, c'est l'histoire de Maud, on dirait pas que c'est parce que Maud va se rendre nécessairement loin à l'heure actuelle, mais on dirait que Maud va avoir un impact par rapport à Renaud. Peut-être que c'est elle qui va causer sa perte. Ça serait drôle en maudit, sincèrement. Peut-être qu'elle va être éliminée, mais que ça aide l'histoire de Renaud pour qu'on l'haïsse encore plus. Je sais pas. Mais c'est plus l'impression que ça me donne, parce que j'ai pas l'impression qu'il travaille l'histoire de Maud. Il travaille l'histoire de Renaud, mais il travaille pas vraiment l'histoire de Maud. Fait que j'ai l'impression que Maud va se faire éliminer bientôt. Mais dans le contexte, j'ai l'impression qu'elle va jouer quand même encore un rôle, ou qu'il y a encore de l'importance par rapport à ce que Maud apporte par rapport à l'histoire de Renaud. OK. On a eu l'élimination d'Alexandra. Ça, j'en discuterai pas bien. C'était prévisible. Je vous en avais parlé un peu la semaine passée. Ça, c'est tel que tel. Là, on a Jonathan. Jonathan, ça, c'est l'autre point qui me... Sincèrement, je sais pas où me situer avec Jonathan. C'est bizarre. Hein? Je suis comme... Je regarde son histoire est en dents de scie.
j'ai aucune idée d'où c'est qu'elle s'en va. Je sais pas si ils nous ont emmené des points pour Jonathan pour combler le fait que le public voulait le voir un peu plus, pour nous expliquer ce qui se passait dans la maison, mais que dans le fond, c'est une histoire qui va se terminer bientôt pareil. Est-ce que Jonathan va réussir à se sortir de cette situation merdique-là? Ça pourrait être drôle. Sincèrement, Jonathan, à l'heure actuelle, il a le rôle de l'underdog. Le gars qui a aucune chance, puis qu'à chaque fois, il réussit à sauver le cul d'une façon ou d'une autre. C'est drôle à voir, mais tu sais, dans un jeu comme, exemple, Survivor, Big Brother, l'underdog peut se rendre à la fin. Dans un jeu comme Occupation Double, j'ai de la misère à voir ça possible. Fait que j'ai hâte de voir jusqu'où que cette dynamique-là peut se rendre par rapport à Jonathan. Est-ce qu'il va réussir à... Est-ce qu'il va y avoir un changement de situation drastique? Est-ce que Catherine va changer d'idée? Est-ce que Maud pourrait finalement s'intéresser à eux? Aucune idée. L'histoire de Jonathan est bizarre. Elle est juste bizarre. Elle est comme hors contexte complètement par rapport aux autres joueurs. Elle est complètement à part. Elle n'est pas montée sur aucun autre frame que je connais vraiment de télé-réalité. J'ai aucune idée d'où c'est qu'elle s'en va, cette histoire-là. Parce que, tu sais, on a vu, tu sais, ils ont mis quand même de l'importance sur le baiser que Jonathan a donné à Catherine durant son voyage. Ça s'est retourné un peu contre lui. C'est comme mort dans l'œuf. Là, t'as vu Catherine retourner avec Andrew. Fait que c'est comme, OK, bon, ben, Jonathan s'est planté. OK. Après ça, on a toute l'histoire que Renaud challenge Jonathan par rapport à Jessica. Genre, Jessica, es-tu encore dans ton top? Toi? Alors qu'on n'a pas vraiment vu aucun détail par rapport à Jessica puis Jonathan, dans le sens qu'on n'a pas vu Jonathan interagir avec Jessica. C'est-tu parce que Renaud va se faire éliminer, puis là, Jonathan va passer sur l'attaque avec Jessica? Peut-être. Encore là, c'est une histoire qui a comme pas abouti nulle part. On a même vu, tu sais, dans l'activité, Jonathan est malade. On nous montre Jonathan. Il nous explique pas c'est quoi qu'ils ont. On a absolument rien, aucune explication. Ça se termine comme cul-de-sac. On a eu, c'était dans le quotidien de lundi, le fait que il disait je pense à Olivier, il dit il faut que j'aille une conversation 1-à-1 avec quelqu'un, puis on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu d'aboutissement, on ne sait pas avec qui. Logiquement, c'est avec Andrew, parce que l'image a montré Andrew. Est-ce que c'est la conversation qu'il y a eu un peu plus tard par rapport à l'affaire avec Catherine? Aucune idée. Logiquement, ça doit être ça. Mais on n'a comme pas eu de... Tu sais, ces histoires ont comme pas de fin, ont comme pas d'aboutissement. Fait c'est-tu parce qu'on veut... Puis comme je vous dis, c'est que moi, dans ma tête, c'est... Est-ce que, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un fan service, c'est-à-dire on nous montre un joueur parce que le public veut le voir, mais qu'on sait qu'il va être éliminé, fait qu'on veut pas non plus bâtir une histoire autour de lui. Sincèrement, ça serait l'explication la plus logique. Bizarre, mais logique. Fait que de dire, exemple, ben, Jonathan part cette semaine ou part dans 2 semaines. Bon, on va le montrer un peu, on va essayer d'y monter une petite histoire quand même parce que le monde a l'air à vouloir comprendre c'est quoi qui se passe. Mais il va se faire éliminer, fait que c'est pas grave. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort par rapport à Jonathan? Y a-t-il une histoire plus grande, plus vaste? Parce que ce qui est bizarre, c'est surtout les filles parlent toujours en bien de lui. C'est comme, on l'aime, Jonathan. Jonathan, il est le fun. Jonathan, si, ça. Tu sais, ils mettent toute l'emphase sur l'accent sur le côté positif de Jonathan du côté des filles. Pourquoi qu'ils nous montrent ça si son élimination est bientôt? C'est... Jonathan, c'est un point d'interrogation. Dans les premières semaines, pour moi, c'était pas un point d'interrogation. C'était un gars qui allait se faire éliminer vite, mais l'histoire de la façon qu'elle se développe est étrange. Là, ben, il faut toujours mettre dans le contexte que les autres sont 4 semaines à l'avance. Donc, est-ce que ça veut dire que les autres savent que Jonathan se rend plus loin maintenant, mais qu'à l'époque, quand ils ont commencé à nous le montrer à la TV, ils pensaient que Jonathan allait se faire éliminer rapidement? Peut-être. Fait que Jonathan, c'est une bête bizarre. L'autre scénario, comme je vous disais, qui se rend plus loin dans le jeu qu'on pense, comment? Là, c'est la grosse question de dire, OK, comment il fait pour se rendre plus loin? Est-ce que la nouvelle va s'intéresser à lui full pin, puis finalement, ça va embarquer?
Sérieusement, Jonathan, c'est mon point d'interrogation. Les autres joueurs, je suis pas mal sûr d'un peu voir où est-ce que les histoires s'enlignent. Je veux dire, on le voit tout de suite que Yann, Julian, ça ira. Mais je veux dire, ça gagnera pas à la fin. On le sent que probablement Olivier Pézy, ça va se rendre très loin, mais sans nécessairement d'importance pour le jeu. Mais Jonathan, c'est comme. Lui, lui c'est l'underdog. C'est le joueur qu'on sait pas où est-ce qu'il s'en va. Puis ça rend quand même le show intéressant, même si on le voit pas bien. Puis vrai, c'est le fait que ces histoires aboutissent pas. C'est ça qui me chicote un peu. On nous donne des cues sur des affaires, comme je vous disais, avec l'affaire de Jessica, tu sais, Renaud qui amène l'affaire de Jessica. Toutes les speeches des gars contre Jonathan, ça aussi, c'est bizarre. C'est comme... il nous prépare-tu que dans le fond, ça va être les gars qui vont éliminer Jonathan éventuellement? Ça pourrait être logique. Est-ce que Jonathan va réussir à faire un coup d'éclat qui va faire en sorte d'éliminer un autre gros joueur? Puis dans le fond, il va avoir eu son importance, pas nécessairement parce que lui va se rendre à la fin, mais qu'il va avoir eu une importance à l'élimination de quelqu'un de gros à côté. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Jonathan, c'est bizarre. Donc, on va se tenir au courant pour Jonathan. Sinon, bon, l'élimination de garçons cette semaine, si c'est un vote de filles, que toutes les filles sont autour de la table, que les filles décident qui part, ça va être Nicolas qui va partir. C'est assez simple, Je pense que cette semaine, surtout vers la fin de la semaine, ils ont tellement montré le côté un peu plus négatif. Maud embarque pas, Maud n'est pas à l'aise avec Nicolas proche, elle n'est pas à l'aise de ses rapprochements. Nicolas force comme trop fort par rapport à Maud là-dessus. Il y a eu la conversation que c'était un douchebag qui s'aimait trop. Il y a trop de négativité sur les discussions des filles. Nicolas, il survivra pas. Il n'y a aucune fille qui s'intéresse vraiment à lui. La seule possibilité, c'était Maud. Puis Maud n'est pas dedans, pas en tout par rapport à Nicolas. C'est pas son genre de gars. Fait que ben, j'espère que je serai son genre de gars, moi. Non, mais sérieusement, par exemple, c'est... comment je pourrais dire ça, donc? Nicolas est peinturé un peu comme les autres joueurs les semaines précédentes, comme Grégory ou autre. C'est un joueur qui est comme sacrifiable super facilement. Sinon, oui, ça serait la semaine de clencher Renaud. Je pense que toutes les choses négatives qu'on a vues par rapport à Renaud, sa façon d'être, puis tout, est-ce que la production voudrait voir Renaud se faire éliminer? Je pense pas. Mais mettons que tu voudrais faire un coup d'éclat, c'est l'élimination de Renaud. Ça peut se faire. Puis ça dépend toujours, comme je dis, les filles qui sont autour de la table. Si, exemple, il y a juste 3 filles, que Jessica est pas là, puis que pour x, y raison, mettons, Pézy veut faire un move, boum, acclenche Renaud. Je pense que le move serait super bon pour ça. Mais est-ce que ça va se faire? J'ai pas l'impression que ça va se faire cette semaine. Avec toute son histoire de 3 filles, je trouve qu'il y a trop de stock. La production ne voudra pas le laisser partir. Puis ça, pour les éliminations, il faut que vous mettiez ça en tête un peu. Quand on parle des twists que la production amène pour faire en sorte que le jeu soit imprévisible, les joueurs au quotidien parlent de comment ils vont voter, de qui voterait, de pourquoi. Et c'est comme ça que la production est capable d'arriver avec des twists de dernière minute pour empêcher ça que ça arrive. Donc, dans une situation comme ça, si tu veux vraiment faire un move épique de dernière minute, il faut que tu le fasses à la table. Faut que, un peu ce que Pézy a fait par rapport à Maud. Pézy a eu l'air d'être beaucoup plus intelligente dans cette optique-là, d'emmener le move directement à la table, puis pas de n'avoir vraiment parlé à personne pour éliminer Renaud, là, 2-3 semaines de ça. C'est un move qui était super intelligent parce que, d'un sens, si tu l'amènes à la table, là, la production n'a plus aucune possibilité de changer la donne. Là, c'est vraiment entre les mains des joueurs. Sauf que là, faut que tu ailles contre-courant parce qu'il y a probablement une décision qui avait déjà été prise envers les filles. Puis là, il faut que tu débattes de ton point avec les autres qui sont à la table. C'est beaucoup plus dur. Faut que tu ailles contre le courant. Faut que tu ailles contre la majorité. Ça peut te mettre dans la merde. Pézy était consciente que ça pouvait la mettre dans la merde. Mais je pense que c'est la seule façon de sortir un joueur comme Renaud.
dans une situation de même, au même titre que l'année passée, ça aurait été probablement la seule situation qui aurait pu faire en sorte de sortir Cendric, c'est que les gars en parlent pas pantoute, que les autres en parlent pas pantoute, tous les joueurs parlent pas. Arrivé à table, c'est comme on sort Cendric. Fait que là, tu peux plus emmener la twist de l'immunité choisie par Joanie ou autre. C'est comme boum, c'est Cendric. Bye bye. Là, la production a plus le choix. Faut qu'ils acceptent le défaite. Puis c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ton move stratégique dans l'occupation double. T'as comme pas le choix. Même dans Lost 8, on pourrait dire que c'était aussi quelque chose qui pouvait être plus pertinent à faire. Sauf que Lost 8 n'avait pas généralement ce besoin-là, vu que le public votait pour voir partir ou garder un joueur. Fait qu'il gardait toujours comme les joueurs les plus populaires ou ceux qui faisaient un peu plus de mal par le vote du public. Occupation double, vu que c'est un vote à l'interne, faut que tu prennes la production à revers. Quand tu es un joueur dans une série comme Occupation double, faut que tu aies conscience que tu joues contre les autres joueurs, mais tu joues aussi contre la production. Faut que tu prennes la production à court. Pour ceux qui connaissent un jeu comme Donjon Dragon, quand tu as un maître, là je vous amène dans un monde de geek, mais quand tu as un maître, le but du joueur, c'est de prendre le maître au dépourvu. Faut que tu prennes... faut que tu crées des situations qui vont le mettre dans la merde ou qui vont emmener l'histoire ailleurs que ce qu'il veut aller, ou d'où ce qu'il veut aller. Ben, c'est la même affaire avec Occupation double, parce que sinon c'est prévisible, puis tu laisses le contrôle dans les mains de la production d'Occupation double. Il faut pas que tu fasses ça, parce que si tu le laisses entre les mains, ils vont y aller, comme je vous dis un peu plus tôt, avec leurs intérêts, c'est-à-dire l'intérêt monétaire, puis si tu es un joueur un peu plus plate, ben t'as pas de chance de survie. Fait que ça fait un peu le tour. Fait que moi, logiquement, avec une table remplie de filles, si les filles votent toutes ensemble, Nicolas s'en va. Si c'est un groupe restreint de filles, on pourrait peut-être voir un coup d'éclat survenir. Ça me surprendrait beaucoup. Je pense que Nicolas, la semaine qu'il y a eu, moi je dirais à 85% de chance, Nicolas va partir. À 15% de chance, ça va être Renaud. Avec la semaine qu'ils ont eu. Je vois pas Yann partir avec la semaine qu'il y a eu. Olivier, on l'a pas vu. Je vois pas de raison pourquoi il partirait non plus. Jonathan, trop positif. Peut-être Jonathan. J'avoue que je ne le mettais pas dans la catégorie qui pouvait partir. Peut-être un 5%. On va enlever un 5% à Renaud, puis on va mettre 5% pour Jonathan. Fait que 85 Nicolas, 10% Renaud, puis 5% Jonathan. Jonathan, le débat peut être logique pareil. Encore là, dépendamment aussi de ce qui se passe. Est-ce que Jonathan, le fait qu'il a été malade l'autre jour, est-ce que Jonathan va dire « Ah, ben finalement, je veux partir », un peu ce qu'Alexandra a fait. Il était tanné. Il a pas arrêté de dire « Ah, je suis tanné, là, je suis tanné, je suis tanné ». On l'a vu souvent se dire « Je suis tanné ». Peut-être qu'il va vouloir partir de lui-même puis il va vouloir abandonner. Je trouverais ça plate avec l'histoire qu'ils ont montée autour de lui, mais c'est une possibilité aussi. Sinon, je vois pas les autres joueurs partir à l'heure actuelle avec une table remplie de filles. Comme je dis, il peut y avoir un coup d'éclat qui se fasse, mais si le coup d'éclat se fait, ça va être contre Renaud. Fait que c'est Nicolas, Renaud ou Jonathan si c'est un vote de pitié. Nicolas, c'est la logique. Le coup d'éclat, c'est Renaud. Puis la pitié, c'est Jonathan. Ouais, c'est pas mal le feeling. Fait que, dépendamment de l'épisode de dimanche, ça va jouer entre ces trois-là. Mais j'ai beaucoup plus en tête que Nicolas, avec la semaine qu'il y a eu, avec le rejet de Maude, le fait qu'aucune fille s'est rapprochée de lui, que les filles ont l'impression que c'est un douchebag, qui se watch toujours dans le miroir, tout. Ça sonne pas bien pour dimanche. Puis ça suivrait la logique que tous les joueurs qui ont rentré par après, tous les joueurs masculins qui ont rentré, se sont fait éliminer. Ça suit cette logique-là. Puis en mon sens, ça continue d'être logique, là. Fait que, après ça, il nous restait voyons, le commentaire de, je l'ai mal noté, Clémide Fleurant, je pense, ça se peut-tu que ce soit ça? Bon, Clémide, je pense, Fleurant, mais si je me trompe de nom, de surnom, je m'excuse. Qui avait marqué, bon, Renaud plus capable, aucun respect pour les femmes, on en a parlé intensément, ailleurs c'est n'importe quoi avec lui. Puis Maude, lol, au début je l'aimais bien, mais Chris, elle devrait lâcher ce pauvre Renaud qui lui manque de respect. Puis j'ai répondu à son commentaire un peu. Je veux juste quand même mettre, parce que dans le fond il dit que Maude devrait décrocher de Renaud.
Puis des fois, on a cette mentalité-là quand on regarde une télé-réalité. Voyons, pourquoi qu'elle décroche pas? Pourquoi que, tu sais, l'autre, c'est un trou de cul, l'autre, c'est un ci, l'autre, ça. Je veux toujours que vous vous mettiez dans la tête que on voit ce que les autres ne voient pas. Les agissements des autres joueurs, les agissements de... C'est des choses que une joueuse comme Maude ne voit pas. Nous autres, on est privilégiés, on est le téléspectateur, on voit le comportement de Renaud out large, on voit tout ce qu'il fait, tous les commentaires bitch qu'il pose par rapport à Maude, le mépris qu'il y a envers elle, on voit, tu sais... Mais Maude, malheureusement, elle n'a pas cette idée-là, puis essayez de vous transposer dans la vie de tous les jours. Combien d'entre vous se sont fait niaiser par quelqu'un? Probablement, dans votre vie, c'est probablement au moins arrivé une fois, d'avoir quelqu'un qui vous niaise. Là, que vraiment, que vous vous rendez compte plus tard de faire comme « Ah, c'est-tu que j'ai été con ou j'ai été cruche » de penser que ben c'est le même phénomène. Sauf que nous autres, de notre perspective, on le voit. Mais dans la vie de tous les jours, on le voit pas non plus. Si quelqu'un nous traite comme de la merde, puis qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas présent, qu'on ne voit pas les actions de l'autre, ben, c'est plate. Mais, tu sais, combien de fois probablement que même vous vous êtes fait niaiser, mais pendant que vous vous faisiez niaiser, il y a des gens qui sont allés vous voir et vous dire « Hey, tu te fais niaiser, tu sais, lui c'est un trou de cul, elle c'est une bitch, tu sais, vous vous faites utiliser. » Combien de fois que ça peut vous être arrivé puis que vous avez rejeté du revers de la main ce que vos proches vous disaient « Non, non, je crois à la personne que j'aime. » Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont eu des images claires de ça, que ça lui est déjà arrivé. Je dis pas tout le monde, mais normalement, la majorité, ils l'ont vécu. Puis que finalement, vous vous rendez compte que vos proches avaient raison, puis que vous étiez dans le champ, ben ce que Maude vit présentement, c'est exactement le même principe. Elle a sa perception, elle a sa vision de ce que Renaud y donne, l'attention qu'il y donne, la façon qu'il agit avec elle. Puis en plus de ça, ben, elle est dans un jeu qu'il faut que... Veux pas, t'es là aussi pour gagner. Fait que t'essaies de te battre entre parenthèses, avec l'énergie du désespoir. Tu te bats en essayant de croire que peut-être... Puis je veux dire, c'est arrivé dans l'histoire d'Occupation Double que le monde se sont fait niaiser jusqu'à rendu dans la finale, là. Fait que des filles qui étaient sûres que le gars allait les choisir pour la fin, pour la finale, puis qu'il allait les choisir pour gagner, puis finalement, le gars choisissait une autre fille, ou peu importe. C'est arrivé. Tu peux pas avoir t'as pas la même vision, puis moi, personnellement, je peux vous en parler d'expérience. Tu peux pas avoir la même vision que ce que le public voit. Puis moi, j'étais à l'intérieur, quand j'étais dans le loft, il y a bien des choses que j'ai vues, mais j'ai été pris de court aussi sur certaines affaires que j'ai pas vues. Puis je vous parlais l'autre jour du phénomène quand Mathieu Casse s'est planté la première semaine du Love Story 6. J'ai jamais vu ça venir parce que je m'attendais pas qu'il se plante la première semaine. Mais il s'est planté stratégiquement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je me suis senti comme un épais après l'élimination de Mathieu Casse. De ne pas avoir vu ça venir, mais dans le fond, il a causé sa propre perte. Sauf que ça a eu une répercussion sur moi, sur mon jeu. Parce que à ce moment-là, j'avais dans l'idée que j'avais l'avantage du nombre de votes. Là, je l'avais plus pantoute. Là, je venais de tomber en déficit par rapport au vote. Puis là, j'étais comme, hey man, je vais manger une petite volée. Les prochaines semaines vont être rough. Ah, sacrifice. Tu sais, quand tu te dis, hey, l'autre groupe qui est dirigé par Mathieu Baron puis Delphine, ont l'avantage sur moi, puis là, je vois pas comment que je peux percer leurs alliances, puis comment que je peux péter leurs alliances. Man, mais tu sais, je veux dire, tu l'as pas vu venir. Vous autres à la maison, probablement que vous l'avez vu venir. C'est comme ça. C'est de même. Ça arrive. Puis on peut pas en vouloir à Maude. Maude n'est pas une épaisse dans la situation. Il y a des signes, sauf que malheureusement, même si tu as des signes, ça veut pas dire que tu les vois de façon objective quand tu es dans le jeu. Il y a certains signes que tu te dis, je suis peut-être dans l'erreur par rapport à ces signes-là. Il y a des signes que tu te dis, ok, probablement que oui, c'est ça, mais je vais essayer d'en faire abstraction parce que sinon ça va me nuire dans ma game. Fait que tu as différents moods, différentes journées, puis Maude se fait définitivement niaiser. Mais Maude a l'impression que peut-être... Maude n'a pas l'impression de se faire niaiser au point où ce qu'on voit qu'elle se fait niaiser. Je pense qu'elle a le sentiment qu'elle se fait niaiser un peu
mais jamais que Renault, il manque autant de respect, puis la rabaisse à ce point-là, puis genre la traite comme de la merde, comme il fait. Puis malgré tout, Maud, elle le dit, là, elle a le conscience qu'il doit la traiter comme de la merde ou que. Parce qu'elle a dit en parole, tu me traites comme de la merde ou n'importe quoi. Elle est même pas au courant de tout. Fait qu'elle est consciente quand même qu'il y a de quoi. Elle n'est pas capable de mettre le doigt dessus parce qu'elle n'a pas toute l'information. Je peux vous garantir que probablement quand elle va avoir toute l'information, là, le gars, il va prendre son trou en tabarnak. Mais pour l'instant, elle l'a pas toute. Fait que moi, je juge pas Maud par rapport à ça. Je pense que oui, elle pourrait réagir mieux, plus objectivement, mais dans un jeu où ce que présentement elle est tout seul, je veux dire, il n'y a aucun gars qui est proche d'elle. Les gars qui s'intéressent à elle, elle n'est pas intéressée. Elle se trouve fake, elle se trouve. Elle a jeté son dévolu sur Renault. Elle s'est mis all-in avec Renault, puis elle a perdu ses jetons. Là, elle a l'impression que, tu sais, peu importe ce qu'elle va faire avec un autre gars, elle va avoir l'air beaucoup plus de la fille, genre, qui essaye de se pogner un gars à tout prix. D'un côté, je respecte le fait qu'elle se respecte elle-même. Dans un sens, Maud, présentement, de n'importe quelle fille, je pourrais vous faire des comparatifs avec XOXO, mais Maud, tu sais, ça prend quand même du courage, justement, de dire à un gars, genre, tu sais, je veux pas m'embarquer puis je veux pas te niaiser. J'avais des sentiments pour l'autre, puis j'ai l'impression que ça serait de jouer avec toi que de dire ça, puis que ça serait juste pour gagner la game. Tu sais, dans le fond, dans un jeu de même, ça t'amène à ton élimination. Tu sais, je veux dire, qu'on le veuille ou non, c'est un peu ça. C'est comme si elle disait, écoute, ma morale est plus importante que de gagner le jeu. Fait que je respecte quand même comment qu'elle joue. Oui, elle pourrait être un peu plus allumée, mais je pense pas qu'on peut y en vouloir dans la situation. Je pense que Renault est vraiment un mangement d'une autre catégorie, émotionnellement parlant. Je parle pas par rapport à la game. Là. Je parle vraiment en tant que personne. Le gars, c'est un trou de cul. Puis Maud s'est fait avoir. Elle est consciente qu'elle s'est fait avoir. Puis là, ben, elle sait pas comment réagir face à ça. Parce qu'elle est devant tout le Québec. Parce que quand même, il y a l'appât du gain à la fin que tu veux gagner. Mais d'un autre côté, tu veux pas avoir l'air fou à TV. Puis c'est un mix de feeling qui est très dur à gérer. Je peux vous le garantir, c'est extrêmement dur à gérer en étant dans une télé-réalité. Fait que je pense que j'ai fait le tour de tous mes gros sujets. J'en avais beaucoup à dire, surtout au début. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous autres en attendant. Bye bye.